Romagne sous Montfaucon, le plus grand cimetière militaire américain d'Europe. 14 246 sépultures de soldats tués pendant l'offensive Meuse-Argonne. Il y a 100 ans. Depuis ce matin, leurs noms sont lus par des bénévoles. Vous les entendrez tout au long de cette émission. Qui étaient ces jeunes Américains? Pourquoi sont-ils venus combattre ici et quelle mémoire ont-ils laissé? Questions qui seront posées à nos invités. Le premier d'entre eux est Nicolas Xubac, professeur d'histoire détaché au Mémorial de Verdun et auteur de Bloqué dans l'offensive, dans l'enfer de Meuse-Argonne. Une confrontation des points de vue américains, allemands et français sur cette offensive. Nicolas, qu'est-ce que c'est que l'offensive Meuse-Argonne? C'est une grande offensive qui s'inscrit dans une offensive générale voulue par le maréchal Foch à partir du 3 septembre 1918, une offensive qui devait aller de la Meuse à l'armée américaine, une partie de cette offensive. On va confier à l'armée américaine une partie de cette offensive. Alors, les Américains vont rassembler 400 000 hommes pour attaquer entre l'Argonne et la Meuse. C'est 230 000 hommes qui sont rassemblés en première ligne. Et le jour de l'attaque, c'est 150 000 fantassins qui vont s'élancer contre les positions allemandes. Ils sont appuyés par près de 400 chars et 800 avions. Comment s'est déroulée cette bataille en fait? Alors en gros, cette bataille comporte 3 phases. La première, finalement, du 26 septembre au 30 septembre 1918, où les Américains, finalement, vont être, dès le deuxième jour de l'offensive, alors qu'ils ont gagné des positions, ils ont réussi à enlever certaines positions allemandes, vont être arrêtés par 2 choses, la résistance allemande et beaucoup de problèmes logistiques, d'embouteillage. En effet, ça fait énormément de monde qui attaque sur cette partie du front, on manque de route, il y a une sorte de désorganisation à l'arrière et il y a une résistance de la part des Allemands, contrairement à l'offensive de Saint-Mihiel où les Allemands étaient en train de se replier. Donc vous avez cette première phase, en fait, où les Américains vont très rapidement piétiner, ils vont se réorganiser, repartir à l'attaque à partir du 4 octobre 1918 et là ils vont se heurter à la principale ligne de défense allemande qu'il y avait entre Meuse et Argonne, qui était ce que les Alliés appelaient la ligne Hindenburg, et vous allez avoir des combats furieux du 9 au 16 octobre, d'ailleurs dans le périmètre où on se trouve là, et ils vont finir par réussir à enfoncer cette ligne en ayant subi beaucoup de pertes de la part du fait des tirs des défenseurs allemands. L'offensive va donc s'arrêter, marquer une pause, et à partir du 1er novembre, elle va être relancée à nouveau. Et là, les Américains, très rapidement, vont enfoncer les lignes allemandes, parce qu'à ce moment-là, l'armée allemande est en repli généralisé, les Allemands n'en peuvent plus. Finalement, c'est bien une victoire américaine. C'est une victoire américaine. Une victoire acquise dans la douleur, une victoire acquise dans le sang, mais une réelle victoire. Là, effectivement, il y a un apprentissage, j'allais dire, sur le tas, quelque part, à travers cette offensive. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette offensive ? Alors, il y a un vrai apprentissage, parce que les troupes américaines sont vraiment inexpérimentées. Il faut se rendre compte qu'on a eu une première opération, qui est l'opération de réduction de Saint-Mihiel, qui s'est encore une fois passée plutôt bien, parce que les Allemands étaient en situation de repli. Là, pour la première fois de la guerre, et d'ailleurs, c'est la plus grande opération militaire américaine de tous les temps, qu'on va avec cette offensive Meuse-Argonne, pour la première fois de la guerre, les Américains vont se heurter à une armée allemande qui se défend. Même si celle-ci est affaiblie, ils se défendent. Donc en fait, l'inexpérience, ils se battent, ils se déploient comme ils l'ont appris à l'instruction. Et le problème, c'est que il y a l'instruction et il y a la réalité du combat. Et en face, ils ont des troupes allemandes qui connaissent le terrain, des troupes allemandes qui combattent depuis 4 ans, pour ceux qui sont encore debout. Et donc, en fait, par empirisme, on va avoir une amélioration des techniques de combat. Les problèmes, parce que dès le départ, les Américains ont été confrontés à un grand nombre de problèmes. Leur inexpérience, c'est-à-dire les problèmes logistiques, il y a des embouteillages énormes dans l'arrière-front et il y a une certaine rigidité du commandement américain qui empêche finalement de la souplesse aux troupes sur place d'avoir finalement de profiter d'opportunités pour pouvoir conquérir des positions. Donc tous ces éléments-là font que les Américains ont eu beaucoup de difficultés. Il y a 2 choses à relever dans cette armée américaine de 1918. La première, c'est le courage indubitable des troupes américaines. Le soldat américain est courageux, tout le monde le dit, les Allemands, les Français qui observent aussi la bataille. Il y a une combativité américaine et par contre un certain amateurisme de la part de l'état-major américain. C'est facile de critiquer, c'est l'apprentissage de la guerre, quelque chose qui prend du temps, et les officiers d'état-major américains finalement font preuve d'une certaine rigidité, ils n'ont pas l'expérience finalement qu'ont les autres états-majors, que ce soit l'état-major allemand en face ou l'état-major allié français à côté. Et cet apprentissage effectivement se fait dans la douleur. 26 000 soldats ont été tués pendant cette offensive Meuse-Argonne. Les noms sur ces croix évoquent la diversité de la société américaine. Des soldats noirs ont ainsi combattu sur les terres de Lorraine, de Champagne et d'Alsace. Décembre 1917. En provenance des États-Unis, le 15e régiment de la Garde nationale de New York. Un régiment un peu particulier puisqu'entièrement composé de soldats noirs américains. Affublé qui plus est d'une fanfare et d'un chef d'orchestre hors pair, le lieutenant James Withyup.
Avec eux, ce sont bien des soldats qui débarquent en France, mais aussi la musique jazz qu'ils vont jouer partout où ils passent. Ils vont vraisemblablement jouer en Alsace, puisque dans les témoignages qui nous restent, qui sont très peu nombreux d'ailleurs, le régiment et la fanfare traversent Bidwiller le 17-18 novembre, ils traversent Ensisheim également, et puis le 1er novembre, ils se trouvent au cimetière de Mauch pour une cérémonie, et donc ils jouent à cette occasion. Considérés comme des sous-hommes par la société et l'état-major américain, ils ne sont pas tout de suite envoyés sur le front. Mais le maréchal Foch a besoin d'hommes, et ces soldats noirs américains deviennent en mars 1918 le 369e régiment d'infanterie, incorporé aux troupes françaises. Avec des consignes, les poilus ne doivent pas devenir trop proches de ces soldats noirs américains, l'état-major craignant qu'ils ne revendiquent leurs droits civiques une fois rentrés aux États-Unis. Une ségrégation raciale très présente, pas forcément bien comprise en France. Les états-majors américains considèrent que, je cite, « le noir ne peut pas obéir à des noirs, il a été formé intellectuellement pour obéir à des blancs, et c'est donc le modèle qui doit être reproduit ». Donc on voit effectivement une très grande différence de traitement entre la façon dont ces hommes sont vus et sont traités et engagés aux États-Unis et la façon dont les Français les traitent. Pourtant, le 369e, surnommé les Hellfighters, les combattants de l'enfer, et dont l'emblème est un serpent à sonnette, va prendre activement part au combat. Fin septembre 1918 notamment, ils sont en première ligne dans l'offensive Meuse-Argonne et subissent des pertes conséquentes. À titre d'exemple, entre le 26 et le 30 septembre, le régiment perd environ 1 millier d'hommes en tués, blessés et disparus. Et c'est donc à l'occasion de cette action que la croix de guerre a été conférée à un grand nombre d'entre eux. Une croix de guerre remise en Alsace dans la plaine de Münchow, mi-décembre 1918. C'est le général Lebouc qui préside la cérémonie, une cérémonie qui se termine par un grand défilé. Le régiment est alors en Alsace depuis 2 mois et très bien accueilli par la population. Soldats noirs et blancs et les habitants fêtent tous ensemble la fin de la guerre. En février 1919, de retour à New York, le 369e aura même le droit de défiler dans les rues, mais le sentiment d'égalité ne va pas perdurer bien longtemps. Ils ne vont faire que réclamer des droits qui leur étaient acquis, ne souhaiteront pas obtenir des droits supplémentaires, mais obtenir simplement le droit à l'égalité qui leur était déjà dû. Donc ils vont défiler effectivement dans les rues de New York, ce sera une très belle reconnaissance, ils vont descendre la 5e avenue, mais malheureusement dans les années qui vont suivre, on va voir que la lutte va rester âpre et sera très longue. Dès l'été 1919, des émeutes raciales éclatent et les Noirs américains devront attendre les années 60 avant que leurs droits civiques ne soient enfin reconnus légalement. Nicolas, à côté de nous, le mur où figurent les noms de 954 soldats qui sont portés disparus pendant cette offensive Meuse-Argonne. Elle est souvent qualifiée d'acte de naissance de l'armée des États-Unis. Est-ce que c'est véritablement un moment fondateur ? Absolument, c'est un moment fondateur dans la mesure où, avant la Première Guerre mondiale, l'armée américaine est une toute petite armée. Et quel contraste avec maintenant. En effet, c'est une armée qui a 120 000 hommes d'armée professionnelle, plus 180 000 gardes nationales. Donc c'est une armée en plus qui a combattu finalement que des adversaires de second ordre avant la Première Guerre mondiale, que ce soit les Espagnols dans les guerres hispano-américaines, que ce soit l'expédition contre le Mexique en 1916. Et donc en fait, voilà, les États-Unis entrant en guerre en avril 1917 vont devoir affronter un adversaire puissamment armé d'un pays industrialisé, l'Allemagne. Quand ils entrent en guerre, ils ne sont pas prêts, on ne leur a pas tout dit quelque part sur cette guerre. Absolument, ils ne sont absolument pas préparés à mener une guerre moderne et donc il va falloir déjà créer une vraie armée puissante en termes d'effectifs. Et les Américains vont réussir ce tour de force de faire passer d'une armée de 300 000 hommes. On va arriver au 11 novembre 1918, on aura 2 millions d'hommes en France, dont 1 million au front, et il y avait 2 millions supplémentaires d'Américains qui étaient en instruction aux États-Unis avant d'être envoyés. Donc vous voyez, c'était une armée de 4 millions d'hommes. Et à côté, il faut les former. Et donc cette formation, qui va fournir cette information ? Eh bien les Français essentiellement et les Britanniques qui connaissent la guerre moderne. Et donc c'est une armée qui, les Américains vont faire cet effort très très puissant de mobilisation, mais l'instruction est fournie par les Alliés et d'autant plus les Américains n'ont pas d'armement d'accompagnement.
Donc les Alliés vont leur fournir des canons, ils vont leur fournir des avions, ils vont leur fournir des chars. Donc voilà, c'est une armée ex nihilo, mais qui va devenir, et on le voit avec cette offensive Meuse-Argonne, un outil de victoire, une armée très puissante, avec une armée qui est instruite, qui sait combattre. Vraiment, à la dernière phase de l'offensive, voilà, on a une armée américaine qui a appris, ça y est, ils sont prêts. Et qui est efficacement appuyée avec du combat interarmes, comme on pourrait dire, avec l'aviation et les chars. Et derrière, il y a toute une industrie aussi au service de cette guerre. Tout à fait. Déjà avant la Première Guerre mondiale, enfin 1914, les États-Unis sont déjà la première puissance industrielle au monde, pas économique mais industrielle. Et en effet, il va y avoir une mobilisation économique très puissante, en fait, et qui va, comme tous les autres pays, une véritable reconversion dans l'effort de guerre et qui va monter en puissance. Et en fait, c'est parce que la guerre va se terminer le 11 novembre 1918 qu'on n'a pas l'affirmation dans ce conflit-là de cette domination américaine en termes de production industrielle. Ça fait aucun doute que 1919, si la guerre s'était prolongée au-delà du 11 novembre 1918, l'année 1919 aurait été l'année américaine en termes d'effectifs et en termes de matériel produit dans ce conflit. Oui, parce que là, ils étaient équipés à la française, mais désormais, ils ont leur propre matériel. Voilà, ils glissaient vers, ils ont fait fabriquer des moteurs, notamment les moteurs Liberty sous licence, mais ils vont, par exemple, dans le terme de l'armement, ils vont se doter de leur premier fusil mitrailleur, qui sera le BAR, qui sera très connu par la Seconde Guerre mondiale avec une variante, à partir de septembre 18. Donc on arrive là, en effet, ça prend du temps, la reconversion industrielle. Et donc on aurait eu, en effet, du matériel américain, mais qui n'est pas entré en service du fait de l'entrée en vigueur de l'armistice le 11 novembre 1918. Quoi qu'il en soit, c'est bien une armée moderne qui sort de ce conflit, et preuve de cette modernité, l'utilisation de l'image comme arme de guerre. Des heures de films ont été réalisées avec un savoir-faire hollywoodien à des fins de propagande ou de documentation. En ce moment, je travaille sur un film qui s'appelle Bienvenue en France, c'est-à-dire que je travaille sur les Américains qui interviennent en Europe en 1917 et 1918. Alors évidemment, j'ai été chercher des images aux États-Unis et avec ces archives, je fais un film pour essayer de retracer toute l'aventure américaine en France à cette époque. Si les Américains ont déployé énormément de moyens en hommes et en matériel pour leur intervention militaire en Europe, il en fut de même pour le nombre de photographes et d'opérateurs de guerre. Ce que personne ne sait, c'est que finalement en France, il y a eu très peu d'heures de tournée au niveau des archives, une 40aine d'heures, c'est tout. Alors qu'aux États-Unis, moi j'ai recensé 350 heures. C'est-à-dire qu'en 2 ans de guerre, ils ont tourné presque 10 fois plus que les Français. Je pense qu'il y a une série d'images qui sont, alors là pour le coup, très intéressantes et qui, moi, m'intéressent vraiment. C'est le quotidien des Américains sur leur arrière-front, en quelque sorte. C'est-à-dire la façon dont ils s'installent, la façon dont ils vivent quotidiennement. Nous, c'est des poilus, tout le monde est quand même plutôt sale, il faut bien le dire à cette époque. Alors que les Américains sont toujours propres sur eux, bien rasés. Ils nous amènent le rasoir Gillette, ils nous amènent des choses incroyables. Et des échanges culturels vont se faire, et c'est plutôt ça qui m'intéresse en fait. Si les Américains filment beaucoup, ces images sont très maîtrisées et relèvent d'une intention précise. Elles sont, a priori, par rapport aux images françaises, largement édulcorées. On a finalement très peu de morts, très peu de combats. On ne montre pas, en fait, aux États-Unis que finalement, on s'est un peu embourbé dans la guerre. Car l'entrée en guerre de l'Amérique a nécessité l'ouverture d'un second front, le front intérieur. Il a fallu justifier l'intervention et recruter 2 millions de volontaires. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait par des images françaises de la guerre, ça s'est fait aussi par des images américaines qui essayaient de montrer le bien fondé d'intervenir en Europe. Forcément, les personnes restées aux États-Unis étaient inquiètes pour leurs soldats. Et donc, il y a eu beaucoup d'images gentillettes représentant les Américains sur le front. Et retour donc dans ce cimetière américain de Romagne sous Montfaucon. Nous sommes avec Régis Latouche, le directeur de l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel, documentariste et auteur de Lorraine 1918 de l'armistice à la reconstruction, livre qui évoque largement cette présence américaine. On vient de le voir, Régis, un volume impressionnant d'images a été filmé pendant la guerre. À quoi ont-elles servi exactement ? Eh bien, en avril 1917, les Américains déclarent la guerre à l'Allemagne.
et rejoignent les Alliés. Et il y a un gros barnum. On a très rapidement le débarquement de Pershing. Il est reçu à Paris avec le fameux Lafayette, nous voilà. Et puis plus rien. Et puis les Français ne voient pas arriver les Américains. En fait, évidemment, il faut qu'ils traversent l'Atlantique. Il faut s'organiser. Il faut créer les arrières, monter des hôpitaux, se préparer, s'entraîner à cette nouvelle guerre, comme vous l'avez très bien signalé. Et cela va être compensé, le fait cette non-visibilité des Américains va être compensée par le cinéma, par ces nombreuses images les montrant à l'entraînement. Beaucoup d'entraînement et j'allais dire on filme vraiment tout, y compris par exemple les premiers tirs de canon. Ah ben, et surtout, c'est le premier tir de canon qui va faire la une des journaux, qui va être filmé et dont la douille va être envoyée en grande pompe auprès du président américain, Wilson. Alors ce qui frappe, c'est effectivement cette quantité industrielle de films, c'est vraiment l'industrie du cinéma quelque part qui est derrière tout ça. Eh bien, cette quantité, comme vous le dites très bien, industrielle de films, eh bien, montre tout simplement le passage en 1914, 80% de la production cinématographique est française et anglaise, et en 1917, 80% de la production cinématographique mondiale est américaine. Et cet afflux d'images eh bien, montre tout simplement l'installation de l'Amérique comme terre du cinéma. Les circonstances le permettent aussi, notamment la pénurie, je crois, de pellicules. Oui, puisqu'en 1914, la pellicule, ce qui s'appelle d'ailleurs la pellicule flamme, va en Europe être réquisitionnée pour tout simplement faire de la poudre B, une poudre sans fumée. Alors qu'aux États-Unis, eh bien, il y a pléthore de ce produit, de cette matière première. Il y a beaucoup d'images destinées à la documentation, à la propagande, mais des fictions aussi. On commence à avoir des films sur la guerre dès 1918. Oui, et des films montés de façon assez particulière, puisqu'on va lier sur une même fiction des images réelles et des images tournées à Hollywood, ou tournées aussi sur notamment Griffith à Saint-Mihiel. Et Charlot, bien sûr. Ça, c'est l'image le film le plus connu va être Chaplin, Charlot va en guerre. Charlot soldat. Et également, très rapidement, immédiatement après-guerre, il y aura la Grande Parade et Wings. Donc cette période de l'immédiate après-guerre, années 20, années 30 aussi, grande production de films. Est-ce qu'après, on a encore des films sur la Grande Guerre des Américains au cinéma ? Très peu, puisque dès 1918, j'ai envie de dire, l'Amérique est passée à autre chose, elle est devenue une superpuissance. Et d'ailleurs, cette génération de soldats, ceux qui sont partis dans ce cimetière et leurs frères, va être considérée comme une génération perdue. On n'a plus besoin de ces hommes, on n'a plus besoin de cette mémoire. L'Amérique est passée ailleurs. Et cette guerre oubliée et effacée par la Seconde Guerre mondiale, où en est-elle ? Cette question, nous l'avons posée lors d'un entretien réalisé hier avec l'un des membres de l'American Battle Monuments Commission, le surintendant du cimetière de Suresnes, qui fera office de maître de cérémonie cet après-midi. Matthew Brown, nous nous trouvons dans le bâtiment d'accueil des visiteurs de ce cimetière. C'est un centre d'interprétation où l'offensive Meuse-Argonne est expliquée notamment avec un film de reconstitution. Que reste-t-il de cette bataille dans les mémoires américaines ? Malheureusement, nous, les Américains, nous avons perdu un peu de notre histoire de la Première Guerre mondiale. Et je dis malheureusement parce que c'était une période très importante dans notre histoire. C'était une période de changement pour les Américains. Mais malheureusement, c'est un peu perdu et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour faire commémoration. Vous êtes un ancien officier de l'armée de terre américaine. Dans l'armée, plus précisément, on se souvient de ce qu'était cette offensive Meuse-Argonne ? On se souvient de la bataille de Meuse-Argonne, mais il est rappelé parce que c'était la plus grande bataille de la guerre pour les soldats américains, pour les forces américaines. Mais les tactiques, les stratégies qu'on a utilisées dans cette guerre, on les utilise plus. Donc les leçons qu'on a apprises pendant la bataille sont aujourd'hui obsolètes. Le dernier ancien combattant de 14-18 était américain, il s'appelait Frank Buckles, il est mort en 2011. Est-ce que cela a changé quelque chose ?
Oui, un peu. Quand le monsieur est mort, malheureusement, après une très longue vie, notre président, Barack Obama, lui a donné une commémoration et lui a parlé de lui et de son service. Et ça a fait rappeler la guerre, les soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale et aussi les anciens combattants. Et ça a fait souvenir pour les Américains. Je voulais parler de ce livre, ce roman graphique, on appelle ça, sur les Harlem Hellfighters, qui devrait faire l'objet bientôt d'une adaptation en série télévisée. Est-ce que ce genre d'initiative sert à quelque chose pour transmettre l'histoire et la mémoire ? Oui, et donc, à mon avis, c'est un très important moyen de transférer l'histoire aux jeunes. Comme j'ai dit plus tôt, on commence à perdre l'histoire de la Première Guerre et donc les livres, les documentaires comme ça, il apprend les jeunes de notre histoire dans une période très importante pour les Américains. Et dans notre région où les traces de l'engagement américain sont nombreuses, la mémoire est notamment entretenue par la passion et l'engagement d'associations et d'élus. Illustration avec le circuit de découverte mis en place à quelques kilomètres d'ici. C'est le visage de l'héroïsme américain. Alvin York, méconnu à son arrivée en France, adulé lors de son retour outre-Atlantique. En octobre 1918, au cœur de la forêt argonnaise, le jeune caporal de 30 ans obtient seul la capitulation d'un bataillon de 130 soldats allemands après en avoir tué 25 de ses propres mains. Sur les traces de son fait d'armes, chaque année, 200 personnes parcourent les 3 km du circuit mis en place en 2008. Derrière ce tourisme de mémoire, Annick, une retraitée responsable associative, investie d'une mission de transmission. On a la volonté d'en faire de la pédagogie dans les lycées et dans les collèges du coin pour montrer aux enfants de 2018 que la guerre, c'est pas que dans les livres. C'est aussi quelque chose qui s'est passé à 2 pas de chez eux. Se souvenir du sacrifice de ceux qui ont défendu le sol français, ce que nous représentons, je trouve que c'est très important. Et je pense aussi que c'est important de ne pas le laisser à quelques-uns, mais que ça soit des citoyens comme moi qui le portent en direction des enfants et des autres citoyens, et pas seulement ceux qui se disent patriotes. Affiches de films, bandes dessinées, à Châtel-Chéhéry, Alvin York est omniprésent. Des pancartes et des plaques ont même été installées à l'entrée du village, jumelées avec Palmal, au Tennessee, la ville natale du soldat. Une évidence pour le maire, trop heureux d'attirer les projecteurs. Salut Ludo. Bonjour Annick. Ah. Bien et toi ? Aujourd'hui, voilà, c'est quand même une image pour la commune et les alentours. Donc c'est vraiment important de se remémorer ça régulièrement, que ce soit par des petites cérémonies ou des plus grosses comme on va faire le centenaire. Mais voilà, c'est très attachant pour l'ensemble des habitants de la commune et des touristes qui passent. Et parmi les touristes ce mois-ci, Michael et Claire, un couple originaire de Chicago, presque venu en pèlerinage. Il y a 100 ans, le grand-père de Michael, infirmier, combattit aux côtés d'Alvin York. C'est un voyage que l'on prépare depuis plusieurs années maintenant. C'est vraiment bien de pouvoir le faire. En plus, tu as connu ton grand-père. Oui, j'étais très jeune quand il est mort, mais je m'en souviens. Je n'ai jamais eu l'opportunité de discuter de la guerre avec lui. Mais quand j'ai découvert le journal intime qu'il avait écrit à l'époque, ça m'a semblé évident de venir ici pour marcher dans ses pas. Le 7 octobre, pour le centenaire de son exploit, Alvin York sera à nouveau honoré à Châtel-Chéhéry, en présence du consul des États-Unis. Et retour dans ce cimetière militaire américain de Romagne sous Montfaucon, le plus grand cimetière d'Europe pour les 2 guerres mondiales confondues, avec les 14 246 sépultures de soldats tués ici durant l'offensive Meuse-Argonne. Si vous désirez en savoir un peu plus sur cette offensive, nous vous conseillons la lecture de 2 livres qui ont servi à préparer cette émission. Les Américains en Meuse durant la Grande Guerre, un ouvrage riche
richement illustré de photos d'époque qui revient sur l'entraînement des troupes et les combats de l'automne 1918. Le nouveau visage de la guerre, catalogue de l'exposition, présenté actuellement au Mémorial de Verdun, il détaille les évolutions des techniques de combat en 1918, avec une grande partie consacrée aux Américains. Depuis quelques minutes, des bougies sont déposées sur chaque tombe du cimetière de Romagne. Il sera illuminé ce soir par 14 246 luminaires. Auparavant, une cérémonie d'hommage aura lieu à 16h, cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook de France 3 Lorraine. En attendant, la lecture des noms de ces soldats qui ont traversé un océan pour venir mourir sur cette terre de Meuse continue.